Avec la notion d'activation, Nelson Goodman nous invite à nous focaliser sur les conditions factuelles et matérielles, plus généralement contextuelles, disons, nécessaires pour qu'une œuvre d'art fonctionne esthétiquement. Je me propose d'examiner avec vous l'idée d'activation des œuvres musicales. Je souhaite notamment clarifier la signification et la fonction de cette notion et dresser une sorte de schéma, disons, de ses applications à la réalité musicale actuelle. Alors, sur la notion en général, sur sa position dans l'œuvre de Goodman, sur ses enjeux pour la recherche esthétique, tous ces aspects ont été déjà présentés, traités par mon collègue Roger Puivet au cours de la séance précédente, ce qui rend mon travail quelque part plus aisé. Comment je vais donc procéder? Je ferai un bref rappel de ce qu'il convient entendre par cette notion. Je vais examiner les enjeux, mais aussi les limites de la théorie de Goodman appliquée à la musique. Et je vais développer, dans une dernière partie, disons les différentes modalités d'application de la notion d'activation dans les cas spécifiques, voilà, des œuvres musicales. Alors, activer une œuvre, c'est la faire fonctionner esthétiquement, nous dit Goodman. C'est quoi le fonctionnement esthétique? C'est pour lui un certain type de fonctionnement symbolique. Je n'entrerai pas trop dans l'explication de ce point. Il a été également un peu touché par mon collègue, mais voici une citation qui peut nous faire entrer dans ces contextes. C'est précisément en vertu du fait qu'il fonctionne comme un symbole d'une certaine manière qu'un objet devient, quand il fonctionne ainsi, une œuvre d'art. Je produis ici un exemple très connu, même si pas produit par Goodman lui-même. Il s'agit de l'urinoir de Marcel Duchamp. Il s'agit d'un objet ordinaire qui, dans un certain contexte, fonctionne symboliquement et fonctionne en particulier comme œuvre d'art. Alors, ce principe peut valoir aussi à l'inverse, c'est-à-dire un objet quelconque peut fonctionner comme œuvre d'art, mais une œuvre d'art peut perdre sa fonction dans certains cas. Un Rembrandt, et ça c'est Goodman qui parle, peut cesser de fonctionner comme œuvre d'art si on l'utilise pour remplacer une fenêtre cassée ou comme couverture. Un objet donc doit être mis dans un contexte pour pouvoir fonctionner esthétiquement. Alors, on peut dire que c'est un peu la même chose comme pour un tableau ici, pour une sculpture couverte de suie, par exemple, une fresque qui a perdu sa couleur, une cathédrale mal restaurée, comme on en a parlé donc la dernière fois, utilisée comme un entrepôt pour des barriques de vin, disait Roger. Tous ces objets ne fonctionnent pas correctement, au moins comme œuvre d'art. Mais pour quelles raisons? Bon, on peut dire une dégradation physique, une perte, un emplacement maladroit, une utilisation inappropriée semble en quelque sorte entraver la capacité de ces objets d'agir en tant que symbole d'un certain type. Dans ces conditions, nous ne sommes pas en mesure d'apprécier leurs propriétés esthétiques, c'est-à-dire les propriétés donc, dans la perspective de Goodman, et pas seulement dans celle de Goodman, je veux dire dans celle de mon collègue Roger Puivet et de beaucoup d'autres, font de ces objets ce qu'ils sont, c'est-à-dire des œuvres d'art. Alors, notons qu'il y a donc plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Donc, des conditions matérielles, l'emplacement, l'utilisation, et puis peut-être un aspect que je ne sais pas s'il est trop souligné par Goodman lui-même, mais qui me semble tout aussi important, et que j'appellerais tout simplement les dispositions. Évidemment, si dans le spectateur, dans l'auditeur, dans celui qui est là pour apprécier les œuvres d'art, il n'y a pas certaines dispositions, il paraît
comme dire, impossible d'imaginer que l'objet fonctionne comme une œuvre d'art. Alors, Goodman est plus concentré sur l'objet que sur le récepteur. Et donc, il ne parle pas tellement de celui qui regarde, de celui qui apprécie. Mais dans un raisonnement porté à l'extrême, disons, imaginez, je ne sais pas, sur Terre, une série d'objets que nous avons appelés tableaux, sculptures, s'il n'y a pas un seul homme capable, en quelque sorte, de l'apprécier, est-ce qu'on peut dire qu'il existe encore des œuvres d'art? Alors, on peut peut-être le soutenir, mais disons, donc, si on parle de fonctionnement esthétique, évidemment, dans le fonctionnement fait appel également à des dispositions de la part des récepteurs. Alors, cette constatation vaut évidemment aussi pour les œuvres musicales, pour les cas qui nous intéressent ici plus de près. Sommes-nous vraiment en mesure d'apprécier les propriétés esthétiques d'une musique de chambre lorsqu'elle est jouée dans une grande place ou, par exemple, avec un système d'amplification? Je souligne que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer vraiment dans ce cas. J'ai trouvé cette photo qui est très belle et qui probablement a été un concert très réussi. Donc, je n'ai rien contre cette situation. Mais certes qu'on peut imaginer que si la musique des chambres est née pour un certain contexte, imaginez de la porter sur une place et de l'amplifier, est-ce que ces propriétés restent toujours là, sont appréciées toujours de la même manière? Ou alors c'est pas, imaginez un drame musical exécuté sans représentation, comme on le dit en italien, in forma oratoriale, à la manière d'un oratorio. Ou alors, au contraire, avec cette super représentation qui est la cinématographie, les films. Non, ça c'est une célèbre version de Tosca qui a été faite, vous voyez, in the settings and at the times of Tosca. Non, c'était donc, vous voyez, Castel Sant'Angelo, Rome sur les fonds. Donc, c'était assez réussi, mais ça devient effectivement un film, ça devient un autre produit. Donc, évidemment, alors. Quelle est la question et quelle est éventuellement la réponse? La question pourrait être, est-ce qu'on a activé correctement ces genres d'œuvres quand on les produit de cette manière? Et la réponse peut varier, évidemment, mais il y a des cas où elle peut être plus ou moins claire. Alors, imaginons un Vivaldi dans une église comme la suivante, avec un effectif de ce type. Bon, on peut se dire, grosso modo, c'est ce qu'on pouvait écouter à Venise à l'époque de Vivaldi. Après, évidemment, on peut aller très loin et penser, je sais pas, un type d'instrument, à une manière d'utiliser l'archet et beaucoup d'autres choses. Mais disons que ce sera sans doute beaucoup mieux que, dans ce cas-là, je veux dire, un Vivaldi qui fonctionne comme sonnerie de téléphone, évidemment. Rien ne nous empêche d'apprécier ses propriétés esthétiques, on pourrait dire, mais ce n'est pas fait pour, c'est-à-dire il n'y a rien qui favorise une telle saisie. Lorsqu'un téléphone sonne, on cherche normalement à savoir qui nous appelle ou à répondre éventuellement. Et alors, on voit numéro inconnu et pour quelle raison, encore l'isolation à 1 euro, etc. Donc, Vivaldi, ça pouvait être Beethoven aussi, je vais dire. Et donc, alors, ce qu'on veut dire, c'est qu'évidemment, les œuvres musicales doivent être activées. Mais allons un peu plus loin, c'est-à-dire comment se définit cette problématique dans le cas spécifique qui est celui des œuvres musicales. Et nous avons une clé pour commencer et pour entrer plus dans le détail qui est fournie par Goodman lui-même. Alors, pour Goodman, les œuvres musicales sont des œuvres allographiques. Donc, petit rappel, bon, je vois pas mal d'étudiants qui ont fait mes cours de licence et des masters ici, et donc je n'ai pas trop besoin d'entrer dans ces détails, mais disons, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'œuvre musicale, dans la perspective de Goodman, est une classe de concordance, une compliance class, c'est-à-dire un ensemble d'éléments rassemblés à partir d'une règle. Donc, dans ces cas,
les exemplaires concordants conformes à une notation, à une partition, sont des performances, des interprétations, et la classe des concordances ou des conformités est l'œuvre. Traduit avec un exemple tout simple, l'œuvre de Debussy, Rêverie, par exemple, est la classe qui comprend toutes les performances, toutes les exécutions, les interprétations des rêveries. C'est une manière d'expliquer les œuvres musicales, ce n'est pas la seule, mais bon, vu qu'on parle d'une notion qui vient des Goodman, autant, comme dire, partir également de son dispositif théorique. Alors, ces modèles, disons, ont des avantages et des désavantages. Alors, en quoi pourrait... alors, en premier lieu, donc, on peut expliquer pourquoi Rêverie de Debussy est une œuvre qu'on peut écouter maintenant à Strasbourg, par exemple, en ce moment, à la salle... je sais pas, la salle Erasme, et en même temps à Sydney, dans la salle de l'opéra de Sydney, et bien d'autres, dans d'autres endroits. C'est-à-dire, elle peut se trouver en plusieurs endroits au même moment, et elle peut se trouver aussi en plusieurs endroits en des moments différents. C'est-à-dire, on explique bien la multiplicité. L'œuvre de Debussy, l'œuvre comme telle, n'est pas la partition. La partition est un ensemble d'instructions qui permet de réaliser l'œuvre. Pour que l'œuvre de Debussy existe, il faut au moins une exécution de l'œuvre. Évidemment, il n'y en a pas une seule, elle est exécutée plusieurs fois par plusieurs musiciens, peut-être, comme dire, plusieurs pianistes, dans ce cas c'est une œuvre pour piano, et toutes ces exécutions à certaines conditions, hein, si elles respectent strictement la notation, sont l'œuvre de Debussy, ou plutôt font partie de cette classe de concordance qui est l'œuvre de Debussy. Alors, mais bon, voilà, c'est le cas, par exemple. Bon, dans ce cas, c'est pas Debussy, c'est Beethoven, mais voilà, on a des exécutions de l'œuvre de Beethoven avec une partition qui définit cet ensemble d'exécutions. Alors, on aurait tout de suite la tentation de dire, l'exécution, c'est l'activation, au fond. C'est-à-dire, exécuter une œuvre de Debussy, c'est l'activer. Est-ce qu'on peut faire coïncider ces deux notions? Moi, je dirais oui et non. Alors, non, c'est Goodman lui-même qui nous dit très clairement non. Dans un article qui a pour titre Implementation of the Arts, il dit exactement ça. L'exécution consiste à faire une œuvre. L'implémentation, c'était le premier terme qui a défini cette notion qui après prend le nom d'activation. L'implémentation consiste à la faire fonctionner. Mais alors on pourrait se poser la question. Si nous appliquons ce principe à un statut, à un tableau, ça semble assez simple d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Bon, évidemment, il y a un peintre qui a réalisé son œuvre et après, pour la faire fonctionner, il l'a mis dans un musée. Okay? Dans les cas de musique, c'est quand l'acte d'exécution, alors il y a évidemment un acte de création de la part du compositeur, et après, il y a effectivement un acte d'interprétation. Il pourrait y avoir une interprétation sans qu'il y ait une activation? Je pense que non, sauf si nous imaginons une sorte d'exécution mécanique, automatique. Un ordinateur qui, avec Finale, aujourd'hui c'est possible, non, joue l'œuvre de Debussy. Mais déjà, on dirait joue l'œuvre de Debussy entre guillemets, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agirait d'une sorte de reproduction
et non pas d'une exécution réelle. Il s'agit d'une œuvre qui est faite pour être exécutée par un pianiste, non pas par une machine. Ce qui fait qu'une forme d'activation est en quelque sorte nécessaire. Et pourtant, alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est des notions, c'est-à-dire c'est des niveaux de la discussion. Il existe une manière d'actualiser, de réaliser l'œuvre, et il existe une manière de l'activer. En fait, il s'agit de la même chose, sauf que on porte l'attention plutôt sur le fait que l'œuvre comme telle est réalisée, existe, et on parlera peut-être d'actualisation dans un sens plus strict, et on parlera de son fonctionnement effectif, fonctionnement qui peut être plus ou moins réussi. Et là, on utilisera peut-être la notion d'activation. Ça, c'est une proposition, c'est simplement pour dire, parce qu'il me semble que dans la plupart des cas, les exemples que porte Gutmann sont pris de l'art plastique, des arts visuels, des arts où il y a un objet, comme dire, il n'y a pas une performance. Mais bon, il y a aussi des exemples tirés des arts performatifs. Mais justement, je me dis, dans le cas des arts performatifs, ces deux moments ne sont pas vraiment des phases. C'est au fond, comme dit, il ne peut pas y avoir une actualisation sans activation. Mais avec l'idée d'activation, nous portons l'attention sur quelque chose qui est peut-être plus de l'ordre du contexte. On va le voir. Imaginons ces cas-là. Alors, ça, c'est un pianiste imaginons un pianiste qui joue une sonate de Schubert dans une cathédrale avec une forte réverbération. Alors, certainement, il est en train de l'exécuter, donc de réaliser. Mais en même temps, comme dire, cette exécution, pour autant qu'elle soit correcte, comporte évidemment une mauvaise activation, dans la mesure où la perception est confuse et le public ne parvient pas à saisir les détails qui caractérisent l'individualité esthétique de cette pièce. Par ailleurs, en principe, une sonate pour piano de Schubert n'est pas faite pour être jouée dans une cathédrale. Faudrait-il conclure comme dire que cette œuvre ne peut être jouée que dans une salle de concert dotée d'une bonne acoustique pour être correctement activée, c'est-à-dire seulement certains endroits, même d'une taille bien définie. Bon, je n'irai pas jusqu'à là, c'est-à-dire évidemment, il n'y a pas une règle stricte aussi définie, mais c'est vrai que certains endroits se prêtent plus que d'autres. Alors, imaginez ces contextes, évidemment, pour l'activation d'une œuvre de Schubert, peut-être qu'une église plus petite pourrait fonctionner, pourrait faire l'affaire, mais l'exécution sur un clavinova, imaginons, dans le hall de la gare de l'Est, serait-elle convenable? Elle pourrait peut-être réussir, pourquoi pas, mais a priori, ces contextes et cet instrument ne semblent pas favorables à une réception d'une œuvre musicale de ce genre. On pourra discuter du fait qu'un instrument électronique, par exemple, puisse vraiment remplacer un piano acoustique. Il reste quand même probable que l'œuvre soit écoutée d'une manière partielle ou distraite. Un boogie-woogie ou une chanson de John Lennon auront, je pense, plus de chances d'être activées avec succès dans ces contextes. Mais attention, alors que ce soit dit sans malentendu, cela n'a rien à voir avec la valeur artistique de la chanson ou du boogie-woogie. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt le fait qu'un genre d'œuvre, comme dire, est imaginé pour un certain contexte. Alors, comme vous le savez, donc, ces séminaires et d'autres séminaires sont dans un axe, dans un programme de travail du CREA qui s'appelle Espace et lieu. Vous voyez donc la pertinence de ces thématiques dans ces contextes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas évidemment de maintenant mettre des barrières et dire qu'une chose est faite seulement pour quelque chose. Mais c'est vrai que les propriétés esthétiques
d'une œuvre émerge plus facilement quand elle est située dans un certain contexte, contexte exécutif, contexte de réception également, qui la fait fonctionner symboliquement. Hein. Il se peut que Schubert fonctionne très bien dans ces contextes, mais disons, a priori, on a moins de chances. C'est juste ça. Donc, on voit que l'activation concerne le bon fonctionnement symbolique. Hein. Et donc, on parlera dans le cas de l'exécution des conditions matérielles, espace, acoustique, instruments, dans le cas du côté de la réception des conditions cognitives, on pourrait dire. Alors, j'ai porté l'exemple de la gare de l'Est. À la gare de l'Est, on peut être inquiet parce qu'il y a la grève. Et donc, à ce moment, Schubert, c'est la dernière des préoccupations. Le train en retard, le train est parti, je dois courir, etc. Donc, compétences, disposition, attitude des spectateurs, tous ces aspects-là, évidemment, entrent en compte, quelque part. D'une manière peut-être moins liée à l'objet lui-même, c'est le spectateur, mais pour que, disons, une relation esthétique puisse fonctionner, évidemment, l'autre côté est important aussi. Eh bien, dans cette liste que nous avons déjà vue, donc conditions matérielles, emplacement, utilisation, c'est-à-dire, on se disait, c'est pas la cathédrale de Notre-Dame utilisée comme dépôt de vin, ou comme Disneyland, voilà. Et là aussi, la musique utilisée d'une manière ou de l'autre, comme signal sonore, ou autre chose, disposition. Mais j'aurais quelque part la tentation de rajouter encore un élément. Si une œuvre musicale correspond à une classe de concordance, au moins si on se tient à cette thèse de Goodman, c'est-à-dire un ensemble d'éléments rassemblés à partir d'une règle, alors je dirais que plus la classe est grande, et mieux l'œuvre se porte, n'est-ce pas? C'est ce qui voudrait dire, si vous avez composer quelque chose qui est exécuté une fois, la première mondiale, comme on dit parfois dans certaines créations, et malheureusement c'est la dernière mondiale parce qu'après personne ne la reprend. Et bon, je dis évidemment l'œuvre existe, hein, mais ne se porte pas bien justement parce qu'elle n'est pas activée, n'est pas suffisamment activée. Et si on part de ces principes, on peut dire que la diffusion, en quelque sorte, contribue à l'activation. Si vous continuez à performer une œuvre, évidemment, vous lui assurez une vie plus grande, un fonctionnement peut-être plus sûr. Souvenez-vous, Liszt qui avait imaginé pour ses œuvres une sorte d'endroit où elles seront jouées constamment. C'est une sorte de musée imaginaire, d'où le titre d'ailleurs du livre de Lydia Kerr. C'est-à-dire un endroit où on continuera à exécuter les œuvres de Liszt pour pouvoir assurer leur existence et leur réception surtout. Le fait que dans un certain contexte, on aura plus de probabilités de les percevoir correctement. Avec un bon piano, par exemple, une salle avec une bonne acoustique. D'ailleurs, c'est pas, Wagner a fait un peu la même chose avec Bayreuth, n'est-ce pas? Donc, la diffusion, assurer le fait que l'œuvre soit reprise. Si on part de ces principes, on pourrait dire que Despacito de Luis Fonsi se porte très bien, parce que avec ces 8 milliards de visualisations, je veux dire, c'est quand même, elle est non seulement activée, mais hyperactivée. Elle est hyperactive. C'est une œuvre qui continue à fonctionner, même si bon, les nombres commencent peu à peu à descendre, et d'ailleurs elle a seulement 50 millions de likes, donc c'est assez. Alors, revenons à notre sonate, et prenons notamment en considération peut-être une autre manière de l'activer. Alors, on vient de voir donc une œuvre musicale qui se présente sur un autre dispositif technologique et une œuvre enregistrée, c'est l'œuvre qui est présentée sous la forme d'un clip sur YouTube. Une œuvre de Schubert peut se présenter également de cette manière ou sous la forme d'un enregistrement, en forme un peu plus classique aujourd'hui et peut-être un peu plus dépassée. Dans ce cas, on est face à
un CD. Donc les CD, c'est une technologie qui a été très courante, mais qui aujourd'hui peut-être un peu moins répandue parce qu'on est passé assez rapidement à la diffusion du streaming et donc une autre forme de réception. La question que pourrait se poser, est-ce qu'un enregistrement constitue une bonne activation d'une œuvre musicale? Alors, normalement, un enregistrement phonographique ou vidéophonographique augmente les éléments qui rentrent dans la classe de concordance. Si nous acceptons qu'un enregistrement est également, comme dire, une bonne instance de l'œuvre, on peut dire que la classe augmente, et même beaucoup. Ce n'est pas peut-être les 8 milliards de visualisations des Fonsi, mais quand même un enregistrement assurera une diffusion plus grande et donc une activation plus grande de l'œuvre. Et une thèse des Roger Privé, la thèse principale sur les rocs, est que justement, les rocs correspondent à un type d'œuvre, à une entité qui est essentiellement l'œuvre enregistrée. Mais c'est l'enregistrement qui lui a donné vraiment toute sa force, sa puissance, sa diffusion, grâce, disons, à sa possibilité de rayonner un peu partout. C'est fabriqué, comme dire, en série, et donc, et justement, on ne peut qu'être d'accord, si les rocs étaient restés dans les garages de ceux qui le faisaient, ou dans les concerts, même si c'est des concerts fréquentés par beaucoup de monde, mais disons, il n'aurait absolument pas eu tous les rayonnements énormes qu'il a eu. Le cas de la musique classique, les ventes des disques de musique classique n'ont rien à voir, on le sait, mais quand même, disons, sans doute, comme dire, l'enregistrement a augmenté le nombre d'exemplaires, disons, de l'œuvre. Mais rend-il un bon service à l'œuvre? La question est de savoir si un enregistrement constitue une bonne manière d'activer ce type d'œuvre musicale. Alors, en principe, on pourrait dire tout de suite qu'une sonate de Schubert est faite pour être exécutée, non pour être reproduite sur un tourne-disque, ou aujourd'hui on dirait plus facilement sur une tablette ou un téléphone. Certainement, Schubert lui-même n'avait pas connu ces technologies, mais je ne crois pas que ce point-là soit le plus important. Là, je dirais plutôt que tout ou presque dépend du type d'enregistrement, c'est-à-dire de comment nous pensons l'enregistrement. L'enregistrement, comme on le sait, oscille toujours entre deux fonctions, et on en a parlé très souvent au cours de nos séminaires, la fonction des documents et la fonction des constructions. Donc, qu'en est-il dans ces cas? Si l'objet de l'enregistrement est une sonate de Schubert, il devrait se présenter comme l'enregistrement d'une exécution singulière de cette œuvre. Dans ce cas, Alfred Brendel est l'interprète de Schubert, donc enregistre la sonate en studio, exécute, performe, donc interprète la sonate, et l'enregistrement constitue le document de cette interprétation. On peut mettre les choses comme ça. Alors, nous savons que dans les studios, les choses ne se passent pas toujours comme ça. Les montages de plusieurs prises, peut-être que ce n'est pas le cas de Brendel, nous ne le savons pas, mais d'autres certainement l'ont fait. Les rééquilibrages en post-production, généralement, n'est pas une opération aussi exceptionnelle. Surtout, ce monsieur-là nous a appris qu'on peut tout faire, on peut agir sur le potentiomètre, on peut équilibrer, on peut faire un montage avec la prise qui fonctionne mieux dans les contextes. Le studio d'enregistrement devient ici une sorte de prolongement de l'activité de l'interprète. Évidemment, quand on est à ce niveau-là, on parlera plus vraiment de performance musicale, c'est-à-dire Gould, quand il décide pour une prise ou pour l'autre, fait un travail de montage
mais ces montages contribuent à finaliser un produit qui est un enregistrement qui doit constituer, disons, son interprétation des, par exemple, là on parlait de la sonate de Schubert, même si Glenn Gould est plus célèbre pour ses interprétations des Bach. Quel est le principe de tout ça? Alors, admettons même qu'il y ait un montage. La condition de ce type d'enregistrement est que les résultats doivent quand même rassembler le plus possible à une exécution singulière réelle. Je dirais même que cette ressemblance doit être parfaite. Hein. Il ne faut surtout pas laisser percevoir les collages, hein, ou les différences entre une prise et l'autre. Ça arrive parfois, je ne sais pas, dans d'autres genres de musique, que les musiciens n'aient pas fait correctement le travail, et avec une oreille un peu attentive, on peut percevoir le fait qu'il y a eu une petite opération de copie-colle ou de montage. Mais là, on peut pas. On peut pas. C'est-à-dire, l'auditeur doit avoir l'impression qu'il s'agit d'une exécution singulière. Et c'est pour ce type d'enregistrement que je trouve la catégorie, disons, introduite par Stephen Davis, des performances simulées fonctionne très bien. C'est-à-dire, quel est l'objet de cet enregistrement, d'un enregistrement en studio des œuvres musicales allographiques? Eh bien, c'est une performance simulée, si ce n'est pas une performance réelle, parce qu'il se peut que, par exemple, la sonate de Schubert soit effectivement la sonate jouée d'un bout à l'autre par Alfred Brendel. Si elle ne l'est pas, c'est quand même un montage qui doit simuler le plus possible sa performance réelle. Voilà. Donc, mais bon, on pourrait se demander, évidemment, mais qui a édicté une telle règle contrainte? Est-elle en quelque sorte définitive ou pourrait-elle changer? Alors, je dirais que pour répondre à la première question, il s'agit d'une sorte de cadre d'action assez conventionnel, cadre d'activation, dans lequel une pièce musicale s'inscrit dès sa conception. Schubert a conçu, a composé cette sonate comme objet pour un pianiste, non pour un logiciel capable de la reproduire automatiquement, et pas non plus pour un synthétiseur, par exemple, capable de transformer à volonté les sons d'un piano en un orchestre ou autre chose. Que l'on puisse faire ce genre d'expérience et produire même des résultats intéressants n'enlève rien au fait que nous ne pourrons pas, dans les cas évoqués, penser à une activation correcte de l'œuvre de Schubert. Il s'agirait éventuellement d'une composition, d'une construction, d'une œuvre nouvelle qui fait référence à l'œuvre de Schubert, qui copie l'œuvre de Schubert. Mais ce ne serait pas correct, un Schubert joué sur un synthétiseur avec une construction phonographique, de l'imaginer comme un exemplaire correct de l'œuvre de Schubert. Alors, pour répondre à la deuxième question, je disais donc, est-ce que ces modes d'activation peuvent changer dans le temps? Eh oui, il suffit de penser que l'activation via l'enregistrement a commencé à concerner les œuvres de Schubert au moins un siècle après leur conception. Et pourtant, aujourd'hui, nous l'acceptons, normalement. Évidemment, il peut y avoir quelqu'un qui vous dira non, seulement l'exécution en live d'une œuvre de Schubert est vraiment l'œuvre de Schubert. Mais bon, la plupart de nous, disons pour les 95% de notre expérience de la musique, nous la faisons via les enregistrements, et normalement, nous ne étonnons plus, il n'y a pas de scandale à penser qu'une exécution musicale nous arrive, nous parvient correctement via un enregistrement. Donc, quelque chose a changé dans le temps. Cependant, je dirais que si l'on souhaite préserver l'identité de l'œuvre, il est important d'opter pour un mode d'activation qui n'entre pas, au moins explicitement, en conflit avec ce pour lequel elle a été conçue. Hein? Alors, comme dit, Schubert n'a pas connu l'enregistrement. Mais au fond, l'enregistrement, quand il est enregistrement documentaire, n'entre pas en conflit
avec une manière d'actualiser et d'activer l'œuvre qui était celle imaginée par Schubert lui-même. On pourrait se demander si une reproduction mécanique sur un orgue de Barbarie, par exemple, serait-elle convenable? Ou alors une reproduction automatique sur un ordinateur. Là, ce serait un cas à débattre. Mais en tout cas, on aurait moins tendance à l'accepter facilement. Alors, c'est précisément pour respecter ces contraintes qu'il nous faut maintenant dépasser les limites du modèle de Goodman, limites dans lesquelles nous sommes restés pour l'instant. C'est-à-dire, pour l'instant, tout ce qu'on a dit était valable pour les œuvres allographiques, pour les œuvres écrites, mais justement, l'art, donc dans la perspective de Goodman, la musique est un art allographique, effectivement, mais est-ce qu'elle est totalement, complètement? Non, il le savait lui-même. Et il savait qu'il existe des musiques qui ne peuvent pas correspondre à cette idée, ou pas correspondre complètement. C'est pourtant à partir d'un degré différent de précision du système notationnel adopté qui nous a invités à considérer le fonctionnement des œuvres musicales. Cette classification, citée dans le langage de l'art, montre bien, comme dire, qu'on est plus ou moins proche à l'idée d'une parfaite adéquation, disons, à un système notationnel, et cette idée-là est prise comme, pour ainsi dire, étalon de mesure pour juger éventuellement des types d'œuvres qui s'en éloignent. Il y a l'exemple aussi à un certain moment d'une partition de musique contemporaine qui est comparée à une écriture en neume adiastématique, sans la hauteur, non, pour dire, voilà, parfois, dans l'histoire, comme dire, la progression de l'histoire, c'est une régression, c'est-à-dire on revient à une notation qui est plus imprécise par rapport au modèle de la notation au XIXe siècle. C'est peut-être un peu court pour le dire, parce qu'on pourrait discuter sur cet aspect. Mais c'est simplement pour vous dire, dans la perspective de Goodman, l'étalon de mesure est quand même le système notationnel. Et le modèle de l'œuvre musicale est pensé en fonction de cette idée-là. C'est une œuvre allographique. Petit problème, la plupart des œuvres musicales aujourd'hui ne se présentent pas de cette manière. Une chanson napolitaine que nous voyons sur la gauche, ou le dernier succès de Clara Luciani sur la droite, c'est des pièces, des œuvres qui ont une identité bien définie, dans la mesure où elles sont reconnues, jouées, reprises, identifiées parfaitement, sans que leur physionomie soit réglée par un système notationnel. Ce qui ne veut pas dire que ces œuvres excluent en principe la partition. On peut toujours faire une transcription de l'essentiel de la chanson napolitaine ou du succès de cette chanteuse. Cependant, cette transcription, nous le savons, n'a pas la même valeur normative qu'une partition. Pourquoi? Parce que dans ce cas, la fixation, la transmission de la trace est assurée par des technologies, des systèmes, comment on pourrait dire, des régimes différents. L'oralité, à gauche, et la phonographie, à droite. Alors, le système de l'oralité a ses avantages et désavantages. Du moment qu'il existe encore une communauté des Napolitains, et heureusement ça existe, même dans le monde, il existe la chanson napolitaine. Bon, après il faut voir jusqu'à quel point, comme dire, cette communauté continue à faire perdurer cette tradition. Évidemment, c'est pas une tradition si forte que d'autres. La communauté n'a pas de règles aussi définies, mais quand même, disons, c'est une forme de production musicale, vocale, qui existe dans un contexte où on se transmet via l'exemple, c'est-à-dire quelqu'un chante plus ou moins correctement, l'autre reprend, l'autre encore, et après on peut transcrire et on peut enregistrer, bien sûr. Mais
en principe, c'est un type d'œuvre qui fonctionne dans ce contexte d'oralité. La chanson enregistrée de Clara Luciani, c'est en revanche un produit phonographique, un produit qui a des qualités spécifiques, qualités liées à l'enregistrement, qualités liées à la prise du son, à la voix de cette chanteuse. On peut évidemment la chanter, on peut la extraire, comme dire, la chanson, mais ces produits fonctionnent dans un circuit de diffusion qui fait que tous ces paquets d'informations, avec l'interprétation de cette chanteuse, sa version, son orchestration, cet enregistrement spécifique, soit, comme dire, constitutive de l'œuvre elle-même. Donc, on est face à un type de transmission des types, disons, phonographiques ou, dans certains cas, visio-phonographiques, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent s'accompagne aussi d'un vidéo. Alors, petite précision, donc voilà, ça c'est les trois modèles, je présente toujours ces images d'une manière ou de l'autre, donc on a les cas de 4 chanteurs tenores de Castelsardo, qui, dans la tradition de ces chants canto a tenores, donc ils savent très bien ce qu'ils font, et d'autres reprendront cette habitude, cette manière de chanter. Il y a des règles, il y a une normativité qui fonctionne dans le contexte de l'oralité. Puis il y a la musique écrite, évidemment, qui à partir d'un certain moment s'est imposée en Occident, progressivement, évidemment, et qui est devenu un moyen plus précis et plus sophistiqué pour fixer les caractères de l'œuvre. Et puis la phonographie, avec l'exemple canonique derrière moi, qui permet, disons, la fixation de tous les éléments sonores de la trace, dont la trace, disons, sur le modèle, dans ce cas, d'une œuvre des Pink Floyd. Petite précision, on parle d'œuvre, et toute la musique ne se présente pas sous la forme d'une œuvre. Évidemment, les sonates de Schubert fonctionnent comme œuvre, mais il existe beaucoup de musiques qui ne pourraient pas rentrer dans cette catégorie. À droite, nous voyons des femmes inuites qui exercent cette pratique qui est le chant des gorges, le katayak, étudié par Jean-Jacques Nattier, entre autres choses. Donc la semaine dernière, Jean-Jacques Nattier a fait une très belle présentation de son ouvrage, son récent ouvrage complètement consacré au chant des Inuits. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que dans cet ouvrage, on découvre, entre autres choses, que les Inuits ont bel et bien aussi un répertoire, un patrimoine des chants, des petits chants comme ils les appellent. Mais quand ils pratiquent ce type de technique de chant des gorges, on parlera plutôt d'une performativité, d'une manière d'improviser sur des modules, des schèmes, disons, et non pas des pièces propres et vraies. C'est comme une technique vocale qui devient intéressante en elle-même. Hein. Je dirais que c'est l'exemple de gauche, donc constitue, disons, un cas d'art de la trace, c'est-à-dire de transmission d'une œuvre. Le cas de droite correspond plutôt à un art de la performance, où est la performativité comme telle qui compte. Je porte toujours cet exemple. Il existe des expressions artistiques où la performance compte plus que ce qui est performé. L'art du mime, pensez à l'art du mime et le théâtre. Le théâtre qui contient aussi parfois des formes de performativité comme telle. Mais imaginons une pièce des Goldoni doit être représentée comme telle. Si on est allé pour voir la locandiera, il faut voir la locandiera. On ne peut pas commencer à s'inventer autre chose. Mais c'est vrai qu'il existe aussi la commedia dell'arte où, évidemment, il y a des personnages qui sont toujours les mêmes, mais où on peut inventer sur scène des choses qui sont inventées parfois d'une soirée sur l'autre. Et il existe encore plus loin l'art du mime, où on peut dire il y a juste un canevas, et pour le reste, c'est l'habilité, la capacité,
la génialité du performeur qui fait tout. Hein. Dans l'art du mime, c'est un peu comme ça. Ce n'est pas intéressant ce qui est mimé, bien évidemment, nous avons la référence de ce qui est mimé, mais ce n'est pas, nous n'allons pas pour ça avoir quelqu'un qui fait du mime, n'est-ce pas? Nous allons pour voir comment il le fait et nous admirons sa performativité. Voilà. Donc, alors, mon discours concerne pour l'instant l'idée d'activation des œuvres, c'est-à-dire de ces dispositifs un peu particuliers qui sont transmissibles, ces pièces à identité transmissible. Hein. Dans le cas de l'exécution des œuvres orales, voilà, on parlera également d'une forme d'activation, mais qui fonctionne comment? Une activation demeure nécessaire, évidemment, et comme dans le cas des œuvres orales. Une activation qui peut être plus ou moins correcte. La célèbre Ave Maria des ténores de la tradition sarde est actualisée lorsque les chanteurs qui se sont complètement familiarisés et entraînés dans cette pratique de chant l'exécutent pendant une cérémonie religieuse à Castelsardo, par exemple. D'autres pourront les chanter dans d'autres contextes. Il y a un magnifique enregistrement, je ne sais pas si j'ai porté la diapositive, non, c'est pas ça vraiment, mais il y a une chanson de Fabrizio De André qui a repris l'Ave Maria de la tradition sarde de Castelsardo. Il en a fait une œuvre vraiment intéressante, mais dans ce cas, on ne peut pas dire qu'il s'agit de cette pièce, il s'agit plutôt d'une composition, d'une œuvre nouvelle, phonographique, disons, qui fait référence à l'Ave Maria des chanteurs de Castelsardo. Et voilà, donc dans ces cas, alors, comment on pourrait imaginer, par exemple, l'enregistrement d'un chant, d'un canto a tenores? Est-ce qu'il constitue une bonne activation? Je dirais que oui, mais le principe reste le même que pour les œuvres écrites, c'est-à-dire une bonne activation devrait correspondre à un enregistrement qui a valeur documentaire. Hein. C'est un discours complètement différent, celui qui concerne les œuvres comme cette reprise que j'ai mentionnée de Fabrizio De André, ou alors, voilà, ça c'était un autre cas, c'est aussi un chanteur qui a eu un certain succès aussi en France, qui s'appelle Angelo Branduardi, peut-être que vous le connaissez, qui a repris cette Ave Maria également, et il en a fait également une pièce mise dans un de ses albums, un album qui s'appelle Futuro Antico, futur ancien. Donc voilà, pour tout dire évidemment, pour signaler aussi cette référence antique. Non, évidemment, ces produits-là dépassent complètement la catégorie de l'œuvre orale, est plutôt une œuvre phonographique, et comme telle peut faire référence, disons, à un enregistrement construction. Donc, dans ce cas, un enregistrement de type constructif nous oriente vers une perspective différente. Hein. Mais une activation correcte d'une œuvre orale, en revanche, demanderait en quelque sorte, ou bien une exécution faite selon les règles par des chanteurs qui sont spécialisés, ou alors cette même exécution enregistrée, mais avec un enregistrement qui a valeur documentaire. Encore une fois, avec le petit corollaire, c'est-à-dire faites ce que vous voulez en studio, l'important c'est que vous ne me le faites pas percevoir. Hein? C'est-à-dire le résultat doit simuler une exécution réelle. Sinon, on dépasse ces cadres. Ce n'est pas le cas pour cette production de Angelo Branduardi. Alors, voilà. On est plus ou moins face à ces cadres. Alors, ces cadres qui concernent l'enregistrement des œuvres, mais on a dit que l'enregistrement est un système pour que l'œuvre se porte bien, pour que l'œuvre soit activée, au fond. Aujourd'hui, peut-être, c'est même le système principal d'activation des œuvres musicales, bien ou mal, voilà, pour le fait que nous écoutons surtout des enregistrements. Dans le cas des œuvres phonographiques, alors en quoi consiste l'activation des œuvres phonographiques?
La première chose, on pensera là aussi à des appareils capables de reproduire correctement. Alors, si vous avez un vinyle, il faut un platine qui fonctionne correctement, alors un appareil numérique, un lecteur de CD, ou alors aujourd'hui, je ne sais pas, un dispositif, un smartphone, un ordinateur qui fonctionne correctement. Après, on pourrait dire, on est passé à la technologie numérique, donc il y a toute une discussion sur le fait que certaines possibilités sont mieux que d'autres. Il y a des revues spécialisées, par exemple, qui nous diront qu'il faut le fait d'écouter avec un casque, c'est mieux hein, pour certains genres de musique. Le casque, autre réflexion qu'on pourrait faire, qui était autrefois, comme dire, était un des symboles de l'hi-fi, non, qui après, à un certain moment, ont disparu complètement de la scène et qui maintenant sont revenus vraiment d'une manière importante, peut-être à cause d'un certain nomadisme aussi des dispositifs, non, on est un peu partout avec les oreillettes ou avec les casques, et donc la qualité a monté progressivement et aujourd'hui c'est devenu aussi très courant d'écouter les œuvres phonographiques, les œuvres enregistrées, les œuvres qui sont conçues grâce à l'enregistrement et par l'enregistrement. Et voilà, le mode de fruition, c'est plutôt celui du casque, disons, de les écouter via les casques. Toutes ces problématiques, après, bon, là s'ouvre un chapitre aussi des problématiques relatives à la conversion des œuvres phonographiques qui sont passées du système analogique au système numérique. Non seulement cette conversion, mais la conversion et la compression, parce que sont passés, alors on est passé du vinyle au compact disque, et du compact disque on est passé à l'MP3. L'MP3 assure les rayonnements dans le web. Ce n'est pas le seul système, disons, de compression des données, mais c'est le système qui est devenu dominant. Un système dans lequel se concentre toute une philosophie de la compression, de la réduction, et ces chercheurs, comme vous le savez, donc il existe tout un domaine d'études qui est le Sound Studies, qui a développé cette thématique, c'est-à-dire toute la philosophie qui est implicite dans la compression. C'est qu'on privilégie certaines fréquences pour un auditeur moyen, pour une situation standard, normale. On pourrait parler aussi d'un autre aspect qui est devenu assez dominant aujourd'hui. Alors, peu de monde aujourd'hui écoute avec une ancienne chaîne hi-fi, avec des baffles comme on faisait autrefois. La plupart écoutent avec des dispositifs Bluetooth, n'est-ce pas? Des dispositifs Bluetooth, même des dispositifs de grande qualité du son, hein, c'est-à-dire avec des fréquences très bien calculées, sont normalement monophoniques. Avec donc, on a une quantité d'œuvres qui ont été conçues, disons, dans une forme stéréophonique et pour un certain type de diffusion, qui aujourd'hui passent dans une forme monophonique. Souvent sont remasterisés aussi avec l'oreille tendue vers ce type de réception. Hein. Évidemment, là aussi, c'est un problème d'activation, justement, c'est-à-dire faire fonctionner une œuvre phonographique des années 70 sur un appareil de reproduction actuel signifie, dans une certaine mesure, l'adapter à des nouveaux standards de reproduction. Hein. Donc là aussi, bon, notre cas pourrait être constitué par toutes les stratégies de restauration et d'amélioration de la trace, hein, parce que vous connaissez donc, si vous avez Spotify ou Deezer, vous savez très bien, parfois il y a les albums de la version originale et les albums remasterisés, n'est-ce pas? Remasterisés parce que on imagine qu'aujourd'hui, la manière d'écouter passe à travers des dispositifs numériques qui ont d'autres possibilités, une autre gamme, comme dire, une bande passante, une manière de fonctionner différente, et il y a les systèmes de compression aussi. Alors, pour adapter à ça, on remasterise, et on intervient parfois dans les caractères même de l'œuvre. Après, bon, il faut considérer qu'il y a aussi des
modalité d'activation qui ne passe pas par la reproduction audiophonique, mais par d'autres modalités. Évidemment, on a beaucoup parlé d'enregistrement, mais bon, on peut dire, c'est pas la chanson. La chanson ne doit pas forcément vivre seulement dans l'enregistrement. D'ailleurs, le rock, la pop non plus. Hein. La situation de concert, évidemment, existe. Et là, c'est un mode d'activation aussi. Un mode d'activation qui fait que notre attention se concentre sur certains éléments qui sont structurellement plus importants que d'autres. Si on chante un Brassens, par exemple, évidemment, on peut reconnaître la chanson de Brassens, même si on reconnaît tout de suite que c'est pas sa voix. Hein, mais personne ne dirait que quelqu'un qui chante Brassens fait une œuvre originale qui est copiée sur celle de Brassens. Interprète la chanson de Brassens. Parce que dans ces cas, ces produits phonographiques fonctionnent dans le régime de l'oralité. Donc, en quelque sorte, prévoit également un mode d'activation différent. Évidemment, c'est peut-être des caractéristiques structurelles qui font que certains produits phonographiques fonctionnent également bien comme œuvres dans le régime de l'oralité et d'autres non. Certains sont plus ou moins exportables. Alors, on pourrait discuter sur le fait qu'on exporte seulement, comme dire, quelque chose qui n'est pas l'œuvre complète des Brassens. Hein. Mon collègue a bien développé ce thème et a une thèse très forte à ce sujet. Mais moi, je dirais qu'il faut reconnaître quand même que la partie dont il est question ici, la partie qu'on exporte quand on chante une chanson de Brassens, est souvent fortement identitaire et comme telle est soumise à des contraintes d'une bonne activation propre au monde de l'oralité. Si vous chantez Brassens, il faut, sinon autre, prononcer bien le français, pas comme moi, par exemple. Alors, lorsqu'on chante une chanson de Brassens, il s'agit évidemment de la chanter d'une certaine manière, de la rendre reconnaissable et à la fois de l'adapter, de se l'approprier dans un équilibre qui est toujours à chercher ou à rechercher. Voilà, donc, alors, bref schéma pour dire un peu la différence, donc pour aller un peu plus loin sur l'idée d'activation des œuvres musicales, on l'a vu, donc l'activation des œuvres musicales fonctionne différemment selon le type d'œuvre qu'il s'agit d'activer. Lorsque les œuvres sont orales ou écrites, ça fait référence à l'idée des systèmes notationnels, on pense surtout à l'attention qu'on porte aux pratiques exécutives, aux instruments utilisés, à l'espace dans lequel les œuvres sont performées, à leur diffusion également, si elles sont souvent jouées ou pas, et évidemment, après, je l'ai mis un peu plus loin, vous voyez, disposition, parce que disposition, on est du côté du récepteur, donc c'est, si vous voulez, peut-être une problématique qui va un peu au-delà de l'objet lui-même, de l'œuvre. Hein. De l'autre côté, les œuvres phonographiques, où ce qui compte pour une activation correcte est l'appareillage, le support également, les vinyles, bandes magnétiques, fichiers MP3, c'est des supports différents hein, qui doivent être parfois restaurés, parfois traités d'une certaine manière pour qu'ils fonctionnent. Espace, je l'ai mis un peu entre parenthèses. Pourquoi je le mets entre parenthèses? Parce qu'évidemment, l'espace compte aussi. Mais s'il y a des œuvres qui ont vraiment une très forte, ubiquité, sont les œuvres musicales phonographiques. Alors, quand Palestrina écrivait certains motets, il imaginait pour la chapelle Sixtine. Ou alors, il y avait des endroits, des églises à Rome, c'est i cosiddetti luoghi deputati, insomma, je veux dire, c'est là qu'on le jouait. Hein. Quand on l'exporte, c'est autre chose. Une œuvre phonographique, j'imagine que quand on a enregistré Despacito, on n'a pas si, on peut imaginer un lieu, mais on l'écoute partout. Et si on est dans les trams, on est... Alors, on peut écouter dans les trams aussi Palestrina aujourd'hui, c'est vrai. Mais, comme dire, si on pense déjà aux intentions qui sont inscrites dans un certain type d'œuvre, hein, l'œuvre phonographique est sans doute pensée pour
multilieu, comme dire, non, pour être exporté partout et pour être écouté n'importe où. Hein. Et donc la question de l'espace peut être moins importante pour l'activation de ce type d'œuvre. Hein. Par contre, la diffusion, alors si je devais là aussi marquer, le web aujourd'hui fait que cette variable-là hein, compte énormément. S'il y a, on dit que c'est une espèce de principe autoritatif aujourd'hui. Hein, quand vous voyez 8 milliards de visualisations, certains artistes qui cherchent les succès aujourd'hui via les web, eh bien, le nombre de visualisations montre qu'il y a une diffusion, qu'il y a un rayonnement, qu'il y a une réception, qu'il y a justement une activation de l'œuvre, hein, qu'elle a été sinon notre écoutée. Donc, en quelque sorte, comme dit, hein, c'est-à-dire, on pourrait dire que je sais pas, que le nombre d'exemplaires de la classe, chaque fois que l'œuvre a été jouée, est plus grand. Et donc, en quelque sorte, l'œuvre se porte mieux. Et, bon, les dispositions, là, aujourd'hui, on est dans une situation où les genres musicaux, souvent, sont en hybridation, ou alors en mélange, en confusion, on dépasse les frontières, donc du coup, il est difficile d'imaginer des dispositions si compartimentées comme autrefois. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les dispositions, c'est difficile de les considérer en fonction tout simplement d'un contexte de réception. Mais elle existe aussi. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à un certain genre de musique aura sans doute moins de possibilités d'apprécier ses propriétés esthétiques, ses caractères. Si quelqu'un n'a jamais écouté du jazz, bon, quand il l'écoute, il pourrait se faire une idée qui n'est pas la bonne, en quelque sorte. Voilà, donc voilà, je suis allé un peu, comme dire, j'ai abordé une partie de la question peut-être, mais au moins, j'espère avoir montré, comme dire, au moins d'une manière un peu schématique, en quoi cette thématique de l'activation, cette belle thématique que Roger a lancée et qui se retrouve dans toutes les expressions artistiques, concerne, dans les cas spécifiques, les œuvres musicales et comment, selon moi, il convient, disons, de décliner cette thématique en fonction de la diversité ontologique des œuvres. Voilà. Merci beaucoup. À vous.